Bonjour, merci d'être là pour cette dernière journée des rencontres, 11e édition déjà des rencontres Michel Foucault. Avant de passer la parole à Frédéric Chauveau qui va nous présenter nos invités à la table ronde, juste pour vous rappeler que la table ronde sera enregistrée. Donc au moment où il y aura les questions, merci de lever la main pour qu'on vous passe un micro pour que ce soit bien clair, et ça nous permettra à tous de pouvoir réécouter sur le site de l'Université de Poitiers, UPTV, ou sur le site du TAP ultérieurement, toutes les conférences et tables rondes qui se seront déroulées cette semaine. Donc là, à peu près 1h10 de table ronde, et puis après un échange avec le public. Voilà. Merci. Donc très heureux de cette table ronde là qui va débuter dans un instant. Alors on va pas tout de suite répondre à la question pourquoi est-ce qu'on a choisi les savants fous et qu'est-ce qu'un savant fou, parce que c'est un petit peu donc l'objectif de cette table ronde. Simplement donc le thème, peut-être pour présenter sommairement les savants fous. Si on regarde dans une perspective historique dans les tréfonds des périodes plus éloignées, on en trouve quelques-uns. Mais le plus important en réalité, c'est celui qui a vraiment marqué donc l'imaginaire des sociétés, c'est Faust. Alors Faust, vous savez, c'est ce personnage un peu singulier qui fait un commerce avec le diable. Et la légende, enfin c'est un conte populaire qui date à peu près du XVIe siècle. Mais en réalité, il y a plusieurs sources qui ont donné naissance à ce personnage-là. Et il y a une de ces sources que j'aime assez bien, il y en a au moins 3-4, qui raconte qu'en fait l'idée de Faust vient d'un personnage qui était un universitaire allemand à l'université d'Erfurt et qui avait donc l'habitude d'évoquer donc la guerre de Troie, Ulysse, Homère, et qui faisait émerger à ce moment-là des ectoplasmes devant ses étudiants. Et puis ça s'est mal fini parce que ces ectoplasmes, finalement, avaient la fâcheuse tendance à dévorer quelques étudiants. Alors forcément, ça fait désordre. Il a été chassé de l'université d'Erfurt. Alors évidemment, c'est une légende, mais personne n'a apporté donc la contradiction à cette légende. Alors, si on remonte le temps, évidemment, l'autre personnage de savant fou qui est peut-être le plus connu, c'est Victor Frankenstein, l'inventeur donc de la célèbre créature. C'est le roman de Mary Shelley qui a été écrit en fait un petit peu plus tôt que ce qu'on pensait, vers les années 1816 sur les rives du lac Léman. Voilà. Donc là, c'est le personnage voilà du savant fou dans la littérature. Alors je parle évidemment de littérature parce que on va pas l'évoquer pour cette table ronde puisque évidemment c'est les savants fous par l'image. Voilà. Alors simplement quelques mots peut-être, on peut aussi aller regarder du côté de Jules Verne. Il y a plusieurs de ces personnages qui peuvent apparaître comme les savants fous, et il y en a un qui est moins connu que les autres, qui s'appelait donc Rock, qui avait inventé sur le papier une arme nouvelle qui était une arme explosive. Alors évidemment, il était interné après dans un asile. Et à ce moment-là, je ne raconte pas tout le roman, mais vous avez une bande de bandits, le chef des bandits va enlever ce savant fou Rock pour qu'il puisse, dans une île déserte, mettre en construction et en œuvre son invention donc de bombes explosives. Bon voilà. Alors on peut aussi après ça donc continuer, c'est ce qu'on va faire ensemble à travers donc différents supports. C'est ce qu'on a choisi. Donc d'abord la bande dessinée. Donc là, les savants fous sont très nombreux. Alors, avec un certain régal, bon, on pourra en découvrir un certain nombre. Donc là, je ne vais pas déflorer ce qui va être dit. Ensuite, on fera donc une exploration du côté du cinéma, mais alors plutôt, si je peux dire, du cinéma des années 30 ou de l'entre-deux-guerres, alors peut-être avec des passages un petit peu plus proches de nous. Et puis, on poursuivra aussi par les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai exploré ça un petit peu et on remarque qu'avant les années 90, il y a au moins 3 savants fous dans les jeux vidéo. Voilà. Donc c'est pas une invention qui est la plus récente. Alors maintenant, je vais vous laisser vous présenter donc chacun de manière très brève, parce que bon, vous savez, le défaut des universitaires, parfois, on leur cède la parole et puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on va la récupérer. Donc normalement, il y a des consignes strictes qui sont données, donc chacun se présente très sommairement. Alors là, on a, les savants fous, voilà, par la bande dessinée. Et ben voilà, donc c'est moi, je m'appelle Nicolas Bormester, je suis professeur de biologie cellulaire à la fac de médecine ici, chercheur en biologie également au CNRS, et accessoirement, je suis le président du festival de bande dessinée de Ligugé, qui a lieu tous les ans en mars. Voilà.
Je suis Gilles Menegaldo, je suis professeur de littérature et de cinéma à l'Université de Poitiers. Et ce que vous voyez là, c'est le Dr Jekyll. Voilà. L'une des incarnations. Et donc moi, je suis Julien Lalu, donc je suis historien contemporain, spécialiste d'histoire politique et culturelle, avec un axe principal sur le jeu vidéo, et accessoirement chargé de cours à l'Université de Poitiers, au département d'histoire. Bien, merci. Alors, pour organiser cette table ronde, on a prévu, si je puis dire, de poser comme ça donc différentes questions pour que la parole et puis les échanges puissent circuler et pour qu'il y ait une sorte, si je puis dire, d'égalité entre les différents supports visuels qui vont vous être présentés. Alors, première question, et donc je vais tout de suite solliciter Nicolas pour essayer d'y répondre, c'est à quoi ressemblent les savants fous, autrement dit, donc par l'image, quelles sont les représentations, si je peux dire, physiques immédiates des savants fous? C'est-à-dire visuellement, est-ce qu'on reconnaît immédiatement des savants fous? Alors, il y a clairement des éléments qu'on va retrouver de manière vraiment systématique dans les représentations par les différents auteurs et qui est quelque chose qui est vraiment assez classique. Et le premier élément qui frappe, c'est la chevelure. On a une chevelure qui n'est pas la chevelure de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. On a souvent des cheveux longs, on a des cheveux longs en bataille, un système, une pilosité complètement anarchique, ou alors, au contraire, un aspect complètement chauve, avec souvent la pilosité qui se déplace. Hein. Une barbe importante, comme on le voit par exemple ici sur le savant fou de Josette et Joko chez Hergé, ou l'autre chez Maurice Tilleux dans Gilles Jourdan. Les savants fous chez Tardy ont des chevelures totalement démesurées. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment une chevelure qui immédiatement fait penser qu'on n'a quand même pas affaire à quelqu'un de complètement normal dans le système de représentation. Deuxième élément, ça c'est vraiment un truc que je n'avais pas vraiment remarqué, mais que c'est en faisant le panel, ils ont quasiment systématiquement des petites lunettes rondes. Qu'elles soient noires ou qu'elles soient des lunettes de vue, ils ont quasiment systématiquement des lunettes rondes. C'est vraiment un tic de représentation de la part des dessinateurs de bande dessinée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est... c'est ces petites lunettes rondes qui leur donnent un aspect d'intellectuel, un peu perdu, mais en même temps, un aspect qui peut être extrêmement dangereux, comme on le voit par exemple chez Tardy, avec la représentation là, de ce type qui a l'air extrêmement dangereux. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, eh bien, on a affaire à des savants, donc des gens qui vivent dans des laboratoires. Et dans la représentation, on va avoir quasiment tout le temps une blouse, qu'elle soit blanche ou, comme vous le voyez ici, bleue pour le savant de chez Gilles Jourdan. En général, elle est blanche. Hein. C'est vraiment un élément tout à fait typique qu'on va retrouver quasiment partout, et c'est encore un tic de représentation, cette blouse blanche, hein, qui est portée d'ailleurs ouverte ou fermée. Voilà. Et puis il y a la gesticulation, mais on y reviendra tout à l'heure là-dessus. Alors il y a quand même une caractéristique que j'ai notée ici sur cette diapo, une caractéristique importante, c'est toujours un homme. Ça n'est jamais une femme. Vous n'avez quasiment jamais de femme qui soit représentée comme savant fou. C'est toujours des hommes qui ont l'avantage d'être dans cette représentation. Voilà, je vais passer la parole au suivant. Merci Nicolas. Agile. Oui, bon, voilà, vous avez vu tout à l'heure l'incarnation du Dr Jekyll, donc vous avez remarqué que c'est plutôt quelqu'un qui ne ressemble pas à un savant fou, c'est un jeune premier, en fait, à Hollywood. On utilise justement le Jekyll en tant que jeune premier pour l'opposer à Hyde, qui lui est une créature plus ou moins simiesque, enfin, en partie dans la version de ce film de 1931. Donc,
ne le repère pas physiquement, au contraire c'est un philanthrope, hein, il donne gratuitement des soins aux pauvres, etc. Par contre, effectivement, vous avez un autre exemple ici, donc à droite pour moi, c'est le docteur Rodvang dans Metropolis de Fritz Lang, 1927, qui est en fait au service du maître de la ville, Fredersen, donc une ville qui est divisée, comme vous vous en souvenez, en deux, en gros. Enfin, il y a les étages supérieurs où vivent l'aristocratie, la classe aisée, avec des grands jardins, des stades de sport, etc. Et puis la ville souterraine où travaillent des ouvriers. Avec un personnage aussi Moloch, hein, qui avale les ouvriers, qui dépasse l'horaire. Enfin, donc il y a toute une problématique autour de ça. Constaté ici, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais qu'il est infirme. Donc, et souvent, l'infirmité est un des éléments physiques du savant fou. Il a un défaut physique ou une infirmité physique. Ici, donc, il y a une main artificielle. Qui a été assimilé par certains à une forme de castration symbolique, en quelque sorte. Et c'est aussi une espèce d'esclave du maître de la ville, donc il n'est pas autonome. Là aussi, on peut distinguer entre l'autonomie de certains savants fous et au contraire la dépendance de certains savants fous qui sont au service d'une entité supérieure, d'un pouvoir, etc. Donc, vous remarquerez aussi le regard hypnotique. Ça, c'est une caractéristique. On a parlé de la chevelure. Bon, la chevelure en bataille, c'est effectivement quelque chose qu'on trouve au cinéma, mais peut-être de manière moins caricaturale que dans la bande dessinée, ce qui paraît normal, étant donné le médium. Mais par contre, la chevelure relativement en bataille aussi est caractéristique du savant fou. Juste pour donner un exemple intéressant, dans l'île du docteur Moreau de Wells, le savant, Moreau, docteur Moreau, donc qui pratique la vivisection pour transformer les animaux en êtres humains, ce qu'il appelle les manimals, hein, littéralement man-animals, hein, donc une sorte de mot valise, a les cheveux en bataille. À l'inverse, vous allez le voir tout à l'heure dans la diapo, l'incarnation au cinéma en 1932, Dr Moreau par un acteur très, très connu, a le crâne quasiment chauve, ou en tout cas les cheveux ramassés sur le crâne, donc au contraire une sorte d'élégance, de sophistication qui contraste avec la manière dont il est représenté dans la littérature. Donc on voit, il y a des glissements d'un médium à l'autre. À gauche, vous avez Peter Cushing dans un film de la Hammer. C'est le premier de la série, d'une série de 7 films, donc d'adaptation du mythe de Frankenstein, on va dire, au cinéma. Donc Peter Cushing interprétant le Victor Frankenstein, et vous constaterez qu'il est en train d'examiner à la loupe un œil, hein, donc puisqu'il a besoin d'un œil pour fabriquer d'œil vivant, disons en quelque sorte, frais, pour fabriquer sa créature. Et donc il examine à la loupe un œil, et vous constaterez qu'il y a une sorte de monstrification du personnage qui devient en quelque sorte sa créature. Oui, je veux dire, c'est-à-dire dans le 3e volet d'ailleurs du film, le docteur Frankenstein arbore un masque de monstre pour aller assassiner un savant dont il convoite la tête, hein, donc le cerveau. Donc vous voyez ici, donc il y a une sorte d'adéquation entre le savant fou entre guillemets et la créature. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à Frankenstein, c'est que le savant Frankenstein, dans le roman de Mary Shelley, donc publié en 1818, hein, mais en partie rédigé en 1816, n'est pas un savant fou à proprement parler, c'est un savant génial qui invente quelque chose d'extraordinaire à partir donc de morceaux de cadavres, hein, assemblés, et dont le projet est philanthropique. Hein. L'idée, c'est de pouvoir, par exemple, ressusciter sa mère disparue au départ. Donc, il n'y a pas du tout cette folie. Il devient fou à certains égards au contact de la créature. Donc il rejette. Il rejette sa créature, vous vous souvenez, hein, qu'il considère comme une sorte d'incarnation diabolique. Et de ce fait, le monstre va le poursuivre, hein, il va poursuivre sa famille, et il devient littéralement fou. Et c'est une sorte de folie, comme dit le texte, c'est une mélancolie qui ressemble à la folie. Et à un moment donné, il va effectivement être interné. Voilà. Merci Gilles. Donc Julien. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'on vient d'entendre, on parlait de glissement d'un média à un autre. Alors effectivement, le jeu vidéo est un média assez récent, en tout cas dans l'imaginaire collectif, hein, puisque le premier jeu c'est 1958, donc ça remonte déjà. Hein. Mais c'est surtout un médium qui s'inspire de ce qui a été fait avant lui.
Donc en réalité, tout ce qui a été dit avant se remarque aussi dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va remarquer les petites lunettes, on le voit très bien, les cheveux en pétard, souvent blancs. D'ailleurs, dans le jeu vidéo, le savant fou est toujours un homme, comme dans la bande dessinée. Il y a des folles dans le jeu vidéo, mais il n'y a jamais de savantes folles, il n'y a jamais de femmes folles. C'est plutôt des vieillards, des hommes plutôt âgés, avec cette rhétorique qui en vient à nous dire dans le jeu vidéo que finalement le savant n'était pas fou à son origine, mais le devient par l'accumulation des connaissances qu'il a. C'est-à-dire que dans toutes ces histoires de ces savants qu'on va retrouver dans le jeu vidéo, ce sont plutôt des Dr Jekyll, justement, à l'origine, et qui, à un moment, par un effet de vie, par un trauma, par quelque chose, basculent dans la folie et en viennent à devenir des antagonistes. Puisque c'est aussi une autre particularité du jeu vidéo, l'interactivité, et le savant fou dans le jeu vidéo est toujours un antagoniste. C'est-à-dire que vous n'incarnez pas le savant fou, vous le combattez. Je vous ai d'ailleurs mis un exemple à gauche. Donc, c'est le docteur Adrian Blake dans le jeu Heavy Rain, qui est un jeu français, où c'est une enquête policière, où vous devez retrouver le tueur aux origamis, qui vient d'enlever votre fils, et vous devez le retrouver avant que votre fils se fasse tuer. Donc c'est qu'une enquête. À la fin, le fils peut mourir, si vous ne le retrouvez pas à temps. Et dans l'histoire, vous allez rencontrer ce docteur, qui est surnommé Docteur la Mort, c'est pour vous dire, pour placer le personnage, qui est un biologiste qui va se détourner de la biologie pour devenir psychiatre, et qui utilise ses connaissances en biologie pour essayer d'endormir ses victimes, grâce à des seringues ou autres, qui va toujours viser des victimes femmes, faibles, et qui va tenter de prendre une emprise grâce notamment à son intelligence, à sa culture, sur ces personnes-là, avant de les torturer, de les massacrer ou de les pousser au suicide. Ça fait sympathique. Donc on a cette dichotomie dans le jeu vidéo qui est naturelle, puisque au sein du scénario, qui sont régulièrement manichéens, le savant fou, je vous l'ai dit, est toujours antagoniste, se présente toujours en face d'un personnage, le joueur, qui est régulièrement l'incarnation du bien. Donc on a finalement ce savant fou, on vous l'a dit, la blouse blanche, les lunettes, tout ça, qui représente, et ça je le traiterai sur les autres questions, finalement l'incarnation du mal dans ce qu'il a de plus essentiel. Et on verra plus tard qu'en réalité ça fait référence notamment au médecin nazi, ou au médecin tel qu'on l'imagine, le médecin nazi tel qu'on l'imagine dans la culture populaire. Je ne vais pas spoiler, on verra ça un peu plus tard. Merci. Alors, on va poursuivre donc ce tour d'horizon du savant fou. Alors, on a plutôt exploré les aspects plutôt un peu physiques, même si on a mordu un petit peu, donc quelles étaient leurs allures, les traits. Et donc maintenant, on va, si je peux dire, entrer à l'intérieur du crâne des savants fous. Donc, à quoi pensent les savants fous? Ont-ils des particularités donc morales? Peuvent-ils s'affranchir des limites? Tout ce qu'on peut imaginer autour de la personnalité donc psychologique et morale de ces savants fous. Et on commence tout de suite par la bande dessinée. Alors, dans la bande dessinée, évidemment, la représentation est absolument fondamentale pour déterminer la psychologie de ces personnages. Et on a affaire dans tous les cas, vraiment, il n'y a pas d'exception, à des personnages qui ont un ego surdimensionné sans limite. C'est vraiment des gens qui ont une conscience d'eux-mêmes vraiment irrépressible et qui pensent que leur intelligence est d'une supériorité sans nom et que leur possibilité d'action est sans limite. Donc voilà des gens qui ont véritablement une vision d'eux-mêmes extrêmement positive, même si leurs actions, au bout du compte, sont évidemment dans la négativité.
Et un des éléments qui d'ailleurs souvent les perd, puisqu'on est devant, comme le disait tout à l'heure Julien, devant des ennemis. Hein. Ce sont quand même des gens qui sont des représentations du mal, très clairement. Eh bien, un des éléments qui les perd, c'est leur autosatisfaction. Ce sont des gens qui sont toujours très satisfaits de ce qu'ils ont fait, qui considèrent que ce qu'ils ont réalisé est merveilleux, qu'il n'y a absolument aucune faille dans leur raisonnement, que leur système doit absolument fonctionner et qui, quand ils constatent d'ailleurs les erreurs qu'ils ont commises, sont dans un état absolument épouvantable de dépression. Il n'y a qu'à voir, par exemple, pour prendre un exemple d'un savant qui n'est pas complètement fou, mais quand même, on peut quand même le mettre dans cette catégorie, c'est Zorglub, qui, par exemple, lorsque il découvre ce que les Orglum ont fait sur la Lune, en écrivant Coca-Cola à l'envers, se plonge dans un état de dépression absolue et renonce absolument à toutes ses ambitions et part en vélo dans la campagne en abandonnant toutes ses réalisations. Donc, on a affaire à des gens qui ont effectivement une vision d'eux-mêmes tout à fait sans limite. Et puis, il y a un élément que j'ai noté ici également, qui est la perte des valeurs humanistes, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont plus aucune conscience, plus d'empathie, plus de capacité de se positionner envers leurs semblables et de considérer finalement les gens qui les entourent comme des objets. Donc on a affaire à des personnages qui se sortent de l'humanité quelque part et qui ne sont plus du tout en capacité de concevoir qu'autour d'eux il y a des êtres humains et que le bien-être de ces êtres humains a une quelconque importance. Et donc voilà, et leur motivation, hein, on y reviendra peut-être un peu plus tard, sont de toute façon des motivations hors normes. Hein. On est dans des choses qui n'ont aucune mesure. Hein. Voilà. Merci Nicolas. Alors nous poursuivons notre tour d'horizon et nous revenons au cinéma. Oui, bon, je pense que tout ce qui vient d'être dit vaut pour le cinéma, évidemment, hein, mais peut-être que je vais préciser un petit peu pour dire que d'une part, le savant n'est pas toujours satisfait de ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il recommence, qu'il remet le docteur Frankenstein. Bon, ça justifie évidemment la série, les cycles de films, hein, que ce soit dans les années 30 ou dans les années 60 avec les films de la Hammer. Donc il y a cette idée d'une insatisfaction justement par rapport à un projet grandiose. Donc évidemment l'ego surdimensionné il est là, mais il y a aussi le sentiment d'échec, d'échec renouvelé jusqu'à ce qu'à un moment donné, au contraire, on peut trouver une certaine forme de satisfaction. Il faut remarquer aussi que le savant est aussi quelqu'un qui a soif de revanche. En général, c'est quelqu'un qui est aliéné de la société, isolé, exclu de la communauté scientifique, par exemple comme le docteur Moreau qui se retrouve dans une île pour pratiquer des expériences parce qu'il a été rejeté en Angleterre, parce qu'on le considère comme fou, justement. Donc, il y a cette idée-là, et donc l'idée d'obsession, d'idée fixe, c'est-à-dire à la fois de revanche contre la société, de reconnaissance scientifique, mais aussi d'aller au-delà, justement, de ce que la science... Donc, c'est la fameuse hubris hein, des scientifiques. Alors là, il y a 3 exemples différents. Le premier, c'est le docteur Moreau. Donc, on le voit donc en quelque sorte au chevet d'une de ces créatures animales qu'il a transformées en humain, qui est en train de gémir littéralement. Vous ne l'entendez pas évidemment. Et puis, il y a le personnage de Prendick, donc, qui est le marin qui s'est retrouvé un peu par hasard sur cette île, qui est le témoin horrifié des expériences du docteur Moreau. Donc, effectivement, absence totale de sens moral, perte des valeurs humaines, entre guillemets. Et donc, tout est fait pour... ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et donc, de manière obsessionnelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque échec, le docteur Frankenstein en particulier, ils recommencent leurs expériences et vont de plus en plus loin aussi dans la dégradation, dans l'abjection, dans la perversion. Donc ça, c'est une caractéristique importante. Et on voit, donc l'exemple de droite est intéressant parce que là, on pourrait gloser longtemps sur cette image. C'est un film qui s'appelle Les meurtres dans la rue Morgue de Robert Fleuret, qui est adapté
très lointainement de la nouvelle Edgar Poe, où il n'y a pas de savant fou du tout. Donc c'est assez frappant, c'est que dans les films des années 30, on invente des savants fous là où il n'y en a pas dans les textes sources, notamment chez Poe. Donc ici, on voit Bela Lugosi, qui est bien connu pour son incarnation de Dracula et bien d'autres, mais qui joue aussi dans l'île du Docteur Moreau. Ça s'appelle L'île des âmes perdues. En plus, le titre original est beaucoup plus beau que le titre français. Et on voit donc une femme, en fait, c'est une manière aussi, ces films sont une manière dans les années 30 d'expérimenter à la fois sur un plan technique, c'est-à-dire sur comment on va représenter le savant fou et comment on va représenter sa créature, comment on va représenter Mr. Hyde à l'aide d'effets spéciaux, de maquillage, etc. Donc, je passe sur les détails. Et on le voit ici, donc, de Bela Lugosi avec ce rictus qui caractérise aussi les savants fous. Il y a aussi une dimension de faciès, de l'expression du visage, qui se réjouit donc de sa nouvelle victime, de sa nouvelle expérience. Et en fait, son idée, c'est d'associer, de combiner le sang, de mélanger le sang d'une jeune vierge, parce qu'il faut que ça soit une femme vierge, évidemment, avec le sang de son singe intelligent pour faire une sorte de race un peu supérieure. Donc évidemment, l'idée, c'est aussi un tabou aux États-Unis, dans le cinéma hollywoodien en particulier, le tabou de la miscegenation, c'est-à-dire de la relation sexuelle entre un homme noir et une femme blanche, ou vice-versa, une femme blanche et un homme noir. Et donc, c'est évidemment un tabou. Et donc, c'est une manière de faire passer ce genre de sujet tabou, malgré la censure, parce que c'est présenté comme un film fantastique, un film d'horreur, et donc c'est pas réaliste, et donc on peut se permettre de faire des choses beaucoup plus transgressives, en quelque sorte. Voilà. Et le troisième, c'est Herbert West, je crois. Alors là, c'est une dimension parodique, c'est une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Herbert West, Réanimateur, et c'est quelqu'un qui effectivement projette de réanimer, de faire un peu comme Victor Frankenstein, c'est de réanimer des cadavres. Et on le voit ici brandir une tête. Alors ça se prête évidemment à des parodies grand guignolesques, ce qui est le cas de ce film-là. Voilà, je m'arrête là. Merci Gilles. Donc on poursuit ce tour d'horizon et on revient aux jeux vidéo. Julien. Alors, que pense le savant fou ? Je dirais que dans un premier temps, il pense que la fin justifie les moyens. Et je pense que... mais pas forcément que dans le jeu vidéo, on pourra me le confirmer, mais c'est véritablement ce qui le tient et ce qui le motive. La fin doit justifier les moyens, en partant du principe que son égoïsme étant extrêmement développé, qu'il se sent comme étant l'homme le plus intelligent, mais surtout, il se sent comme un martyr, un incompris, qui a besoin de reconnaissance. Et lorsque vous mettez tout ça dans un chaudron et que vous mélangez, c'est-à-dire la fin justifie les moyens et les autres ne sont pas gentils avec moi, je suis le meilleur, pourquoi on ne me reconnaît pas ? Ça donne le savant fou. Deux exemples particuliers, on retrouve toujours la blouse blanche, les cheveux en pétard. À gauche, donc c'est le docteur Wily dans Megaman. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Megaman, qui est un héros japonais créé par un scientifique pour aider l'humanité. Et vous avez son antagoniste à ce docteur qui a créé le Megaman, qui est le docteur Wily, qui lui veut utiliser la robotique pour asservir l'humanité. Et pourquoi asservir l'humanité ? Parce que l'humanité n'a pas été gentille avec lui et ne reconnaît pas son génie. Oui, on est encore dans cette logique-là. Et à droite, vous avez le docteur Z dans Borderlands. On est en plein univers post-apocalyptique. L'humanité a été balayée en partie, principalement à cause d'un réchauffement planétaire. C'est pas, c'est pas fictionnel. Rien à voir avec l'actualité. Et l'humanité essaye de survivre. Vous doutez bien qu'en plein monde post-apocalyptique, les États se sont effondrés, il n'y a plus de loi, les gangs ont pris le pouvoir, et la médecine devient plus ou moins alternative. Et vous avez ce docteur Z là, qui, avant la destruction de l'humanité, considérait justement que la fin justifiait les moyens, c'est-à-dire qu'on pouvait couper un membre de quelqu'un de sain pour le mettre sur quelqu'un qui avait besoin d'un nouveau membre. Donc il a été chassé forcément de la communauté scientifique. Et une fois que le monde est tombé, il revient en grâce et devient un médecin très connu, surnommé le docteur Z,
qui a une particularité, vous le remarquerez physiquement, il ressemble plutôt à un soldat, plutôt de quelqu'un d'assez musclé. On a toujours quand même ce fil blanc, hein, les cheveux blancs sur le côté, qui rappellent quand même son âge. Et particularité de ce médecin, de ce docteur et de ce savant fou, c'est que dès l'instant où il entre dès qu'il incarne finalement son rôle de savant fou, met ce masque assez caractéristique qui va totalement le déshumaniser. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le scénario du jeu, où lorsqu'on l'entend parler, il n'est plus du tout pareil. Là, on a vraiment un Dr Jekyll et Mr Hyde pour le coup. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'il enlève le masque, il redevient le médecin exemplaire qui raconte, voilà, qui fait ses analyses auprès de ses patients. Et on bascule dans le bloc opératoire et on en vient au boucher qui commence à couper à la hache, à la scie mécanique et qui donne une morceau des membres aux chiens qui sont à côté. Avec une folie, basculement de folie complètement irréaliste, simplement en passant une porte. Voilà, je pense que Non, mais merci, c'était déjà un beau programme, donc on va poursuivre à ce moment-là. Et donc, après ce premier tour, on va essayer maintenant de se rapprocher un petit peu de la définition de manière brève. Quelle définition peut-on donner donc maintenant du savant fou, puisqu'on a vu à la fois ses aspects physiques, ses aspects moraux, et donc à ce moment-là, donc à chacun d'essayer de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, du côté des bandes dessinées. Alors, c'est très compliqué parce que alors là, on a beaucoup de modèles en fait. On peut pas définir typiquement le savant fou en le mettant dans un système véritablement qu'on peut généraliser. Il y a quelque part beaucoup de solitaires, des gens effectivement qui sont des rejetés de la société, qui ont des comptes à rendre à la société parce que on les a méprisés, on les a mal considérés et qui veulent une revanche sur la société. Donc tous ces gens sont des gens qui ont une revanche à prendre et ce sont la plupart du temps des solitaires. On en trouve des quantités tout à fait astronomiques dans la bande dessinée, ça c'est vraiment pas quelque chose. Là vous avez le professeur Samovar qui est l'inventeur de Radar le robot dans Spirou et Fantasio. Toujours dans Spirou et Fantasio, vous avez le fameux professeur Sprich qui est un savant atomiste que Champignac a fait venir pour lui changer les idées, mais qui, on le voit, ne participe absolument pas aux discussions animées qu'ont tous les savants qu'il a invités. Il est isolé, vous voyez, dans la case, il est derrière, tout petit. On est avec quelqu'un qui n'a pas de relation avec les autres et qui, de toute façon, à un moment donné, va disparaître purement et simplement avalé par le dinosaure que les autres savants ont fait revivre. Voilà. On a également des savants comme Milok dans Black et Mortimer, qui est en fait quelqu'un qui a été blessé et qui lui fait partie des deux catégories, parce que dans SOS Météor, c'est quelqu'un qui est dans une organisation. Il est dans une grande organisation. Il est déjà un savant quasiment fou puisqu'il est en train de dérégler le climat. Il monte un système pour empêcher pour déclencher des orages absolument épouvantables. Donc on est déjà avec quelqu'un qui a un projet complètement fou. Mais il est dans une organisation. Et puis à la suite de cette histoire qui va très mal finir, où il va être enseveli dans les restes de son laboratoire, il survit avec une idée de vengeance totalement débridée contre le professeur Mortimer, et il va monter ce qui est le titre de l'album, Le piège diabolique, qui est l'invention de cette machine à remonter le temps qu'il dérègle de manière à faire en sorte que Mortimer, qui ne va pas pouvoir résister au plaisir de voyager dans le temps, va se retrouver coincé dans des boucles temporelles et incapable de revenir à la période d'aujourd'hui. Et puis à côté de ça, vous avez des savants qui ont des organisations. Les savants chez Tardy ne sont pas des solitaires. La plupart du temps, ils sont en meute. C'est vraiment des gens qui travaillent ensemble. Quand vous prenez les savants des Gentlemen Extraordinaires, par exemple, ils travaillent en meute aussi. C'est des gens qui travaillent ensemble et qui amènent collectivement des idées toutes plus farfelues les unes que les autres pour résoudre les problèmes qu'on leur propose. De même, Zorglub, qui pourtant est un solitaire,
lui a absolument besoin d'une organisation et fait en sorte d'avoir les éléments qui lui permettent de travailler. Donc tous ces orglums qui sont d'anciens policiers qu'il a sélectionnés et qu'il a enlevés et qu'il a décérébrés avec sa fameuse Zorglonde. Voilà. Donc on a tous ces éléments-là. J'ai peut-être pris un peu beaucoup de temps. Donc maintenant, là, on va regarder si au niveau des écrans, on a la même diversité ou si c'est beaucoup plus réduit au contraire. Je pense qu'on a la même diversité, donc ce qui est dit sur les différentes catégories, je ne vais pas le répéter. Peut-être ce que je dirais, c'est qu'il y a des savants fous, enfin, la question de la folie se pose, parce que dans certains cas, ce ne sont pas vraiment des savants fous au sens psychiatrique du terme. Mais disons que c'est des gens qui ont une double vie. Le Victor Frankenstein, par exemple, il a sa vie dans son laboratoire, et donc il y a bien cette notion d'isolement qui est importante, et encore plus importante dans le roman que dans les films, puisque dans le roman, Victor Frankenstein crée sa créature dans une petite chambre, une mansarde, littéralement, où il installe ses quelques instruments. Il n'y a pas du tout de laboratoire comme on trouve dans les films, donc le laboratoire, c'est vraiment une invention d'Hollywood. Par contre, il a une vie sociale, il a même une fiancée, voilà. Mais il va se mettre à l'écart de ce monde-là, de la société, pour justement se livrer à ses expériences. Ceci vaut aussi pour le Dr Jekyll, qui, pareil, donc d'une part a une pratique médicale, ce qui n'est pas le cas dans le roman, véritablement, puisque le médecin a abandonné sa pratique médicale. Il est au service des pauvres, comme je le disais, mais il a aussi une vie mondaine. Il va à l'opéra, il assiste à des soirées mondaines. Il a une fiancée, là aussi. Il fréquente plus tard, en tant que ride, les cabarets, mais ça, c'est encore une autre affaire. Donc, il y a d'un côté cette vie sociale, d'un autre côté, l'idée d'une séclusion, effectivement, dans un lieu secret, qui est le laboratoire, qui est parfois d'ailleurs littéralement secret, c'est-à-dire protégé, comme dans certaines versions de Frankenstein. Je prends l'exemple, là, vous voyez, donc l'exemple de David Cronenberg, La Mouche, où on est à la limite. Est-ce que c'est un savant fou? Est-ce que c'est un savant qui va et qui se prend lui-même comme sujet d'expérience? C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus, il y a toujours cette idée, cette possibilité aussi, cette distinction entre ceux qui se servent des autres comme objet d'expérience et ceux qui n'hésitent pas à se servir eux-mêmes d'eux-mêmes comme objet d'expérience. Donc lui, en l'occurrence, à la suite d'une erreur de manipulation, va se transformer en mouche. Plutôt, l'organisme de la mouche va prendre contrôle littéralement de son corps. Mais peut-on dire que c'est un savant fou? Non, mais c'est quelqu'un en tout cas qui se définit comme marginal, qui vit en marge de la société et de manière solitaire. Sauf que dans le film de Cronenberg, il y a aussi une histoire d'amour. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus complexe en fait qu'on peut le penser. À droite, vous avez Kenneth Branagh incarnant Victor Frankenstein dans sa version de Frankenstein, qui est une sorte de réécriture du mythe, effectivement. Et on voit ici simplement de dos la créature, Robert De Niro, et c'est le moment de la création. Et on voit effectivement, on insiste beaucoup sur la dimension corporelle du personnage. Bon, il est nu, il est ruisselant de sueur, etc. Donc on a ce rapport au corps aussi qui serait important de développer. Donc ça, et on a par ailleurs effectivement des savants qui sont véritablement solitaires, comme le docteur Moreau, mais qui par contre ont créé leur propre monde, leur propre société. Donc ils n'ont pas besoin de la société des autres, puisqu'il a créé sa propre société. Il a même édicté une loi qui régit les relations entre les hommes animaux et les hommes normaux, entre guillemets. Bon, merci. Alors, on poursuit donc définition peut-être du savant fou dans les jeux vidéo. Donc ce qu'ils sont en réalité, alors je le répète, ils sont toujours les antagonistes, toujours l'ennemi, toujours le mal, dans un scénario généralement très manichéen. 3 exemples assez caractéristiques qui, vous allez voir, en réalité sont assez redondants avec ce qui a été dit avant, puisque encore une fois, le jeu vidéo n'est inspiré que de ses ancêtres. Donc tout à gauche, vous avez, pour ceux qui l'ont reconnu, Sonic, le jeu, avec le docteur Eggman. On le voit là-haut dans la machine. Les lunettes, les cheveux en pétard, toujours pareil. Qui est un personnage solitaire, qui sait créer son armée autour de lui, mais qui reste solitaire dans son domaine, sur son trône, et qui n'a véritablement pas d'interaction sociale. En tout cas, le jeu n'en présente pas. C'est-à-dire qu'on n'insiste jamais sur la famille du savant fou. On ne parle pas de sa femme, est-ce qu'il a des enfants? On ne sait pas.
D'ailleurs, on s'intéresse très peu finalement à la vie même du savant fou dans le jeu vidéo. On sait pourquoi il est devenu fou, mais on ne connaît pas son écosystème. On ne sait pas tellement où il est. C'est même plus que ça en réalité, puisque le savant fou est intrinsèquement lié à son laboratoire et à son environnement, soit médical, soit mécanique. Dr Eggman, ou en bon français, Dr Robotnik, on le voit toujours lorsqu'il n'est pas à l'extérieur, dans son laboratoire en train de fabriquer quelque chose. On ne le voit jamais à l'extérieur de son laboratoire. Le deuxième exemple, là, qui est un peu particulier, puisque c'est un jeu de cartes, mais en jeu vidéo, qui s'appelle Hearthstone, avec une carte qui s'appelle le savant fou. Bon, je me suis dit, voilà, qui sont-ils? On va regarder quelqu'un qui est appelé savant fou, voilà ce qu'il est. Donc on retrouve cette blouse, on retrouve ses petites lunettes, on retrouve ses cheveux en pétard, et on le voit dans un environnement sombre, dans un laboratoire. On reconnaît derrière des fumées, des potions en fait, un peu bizarres, et une créature, parce qu'en réalité ce n'est plus un homme, c'est plutôt un zombie, quelque chose, un personnage qui a réalisé, comme pour la mouche en réalité, l'expérience sur lui-même. Non pas pour devenir quelque chose d'autre qu'un homme, mais pour essayer de devenir un surhomme. Et c'est un peu aussi ce que sont ces savants fous, c'est des tentatives de devenir autre chose, de dépasser simplement l'existence humaine, d'être une alternative ou un intermédiaire entre l'humain et le divin. Ça m'enchaîne sur mon troisième exemple, tout à droite, qui est un certain Xehanort dans les jeux Kingdom Hearts, qui va atteindre justement cet intermédiaire entre l'humain et le divin, qui est à l'origine quelqu'un de plutôt sympathique, qui est un maître de ce qu'on appelle la Keyblade, qui est une clé qui permet de déverrouiller le cœur des mondes. Et au fur et à mesure de l'histoire, parce qu'il veut continuer à vivre, puisqu'il veut une vie éternelle, va s'enfoncer au cœur même des ténèbres. Donc il n'est pas que la représentation du mal, il devient le mal lui-même. Il est les ténèbres. Et par ces ténèbres devient l'intermédiaire entre l'humain et le divin. Donc on a finalement, et c'est un peu, j'ai terminé là-dessus, un savant fou qui est une espèce d'incarnation non pas seulement du mal, mais des ténèbres dans ce qu'elles ont de plus essentiel, c'est-à-dire dans ce que l'humain peut rejeter finalement de son propre mal. Merci pour ces éclairages. Alors maintenant, on va élargir un petit peu donc la focale, puisqu'on s'est surtout intéressé donc au savant fou en tant que tel. Maintenant, on va essayer de regarder un petit peu quel est son milieu, son entourage. Alors, on a déjà partiellement répondu un peu donc à cette question, mais c'est important de restituer un petit peu donc l'environnement du savant fou ou des savants fous. Ça peut donner des idées, on ne sait jamais pour la suite. On a un long week-end, donc il faut en profiter. Alors, donc maintenant, nous continuons dans la bande dessinée. Alors, de nouveau, on reprend la même diapo, parce que l'univers, globalement, c'est l'univers du laboratoire. Clairement, comme dans le jeu vidéo, comme en partie dans le cinéma, mais le cinéma a une narration qui est plus complexe, je dirais, que celle du jeu vidéo ou même que celle de la bande dessinée. Et donc, l'univers, c'est clairement le laboratoire. Que ça soit un laboratoire privés, improvisés, comme par exemple ici Samovar, ou des laboratoires beaucoup plus évolués qu'on peut avoir, comme au Jardin des Plantes ici, par exemple, chez Tardy, ou le laboratoire de Milok dans les sous-sols de l'Ouest parisien, ou d'autres. On a véritablement un espace autour de ces savants qui est le laboratoire. Champignac, qui n'est pas un savant fou, l'endroit où il se sent le mieux, c'est dans son laboratoire. Il est clairement systématiquement représenté avec ses champignons, voilà. On est dans un univers de représentation qui est toujours celui du laboratoire. Je ne vais pas insister plus que ça. Merci, donc on poursuit. Bon, là, vous avez deux exemples. Donc, évidemment, le laboratoire, oui, mais comme je disais, ça dépend vraiment des choses. Ce qui est frappant c'est l'opposition entre, par exemple, dans Métropolis, la maison de Rodvang, du docteur Rodvang, est une petite maison gothique qui tranche avec les immeubles
grands immeubles évidemment de la ville. Et c'est vraiment littéralement au pied des immeubles. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la symbolique aussi de ce personnage, qui, comme je l'ai dit, est un infirme, mais qui a aussi une revanche à prendre parce qu'on lui a pris sa femme, en fait, hein, parce que le maître de la ville lui a pris sa femme. Et donc il va créer un être artificiel, Maria, qui va substituer à une jeune femme qui tente comment dirais-je, de donner une âme au peuple des ouvriers en les réunissant dans des catacombes, à l'image des premiers chrétiens. Voilà. Donc le laboratoire évidemment important, mais cette idée d'opposition entre la modernité et l'archaïsme est assez frappante. Par exemple, dans la version la première version de Frankenstein, voilà, pas la première parce que ça commence en 1910, hein, les adaptations de Frankenstein, mais dans la version 1931 de James Whale, c'est une tour laboratoire. Autrement dit, c'est un espace moderne, inspiré d'ailleurs des expériences de Tesla, hein, Tesla qui était le rival d'Edison. Donc on a toute une batterie d'appareillage électrique, et évidemment aussi avec l'intervention de l'orage, mais ça se passe dans une tour gothique. Donc il y a ce rapport entre l'archaïsme et la modernité qui est tout à fait frappant. On a aussi cet exemple-là, ici, donc on a le dédoublement de la figure du savant, parce qu'il y a le savant, donc celui qui représente Henry Frankenstein, puisqu'on a changé son prénom dans le film, et il y a le docteur Pretorius, qui est lui un savant véritablement fou, qui fabrique des homoncules, par exemple, et qui veut absolument procurer une fiancée à la créature, d'où le titre du film, Bride of Frankenstein, donc la fiancée de Frankenstein, qui est une sorte de prolongement de quelque chose qui n'a pas lieu dans le roman, puisque dans le roman, Victor renonce au dernier moment à fabriquer une compagne au monstre parce qu'il a peur d'engendrer littéralement une nouvelle race de monstres. Alors qu'au contraire, la phrase clé de Pretorius dans le film, c'est il va trinquer un monde de dieux et de monstres, donc en faisant une sorte d'assimilation entre le dieu et le monstre. Bon, en tout cas, là aussi, le laboratoire, évidemment, a une importance capitale. Par contre, l'exemple de droite, c'est le docteur Folamour. Vous avez reconnu Peter Sellers dans le célèbre film de Kubrick, bon, qui est une sorte de personnage parodique, hein, à certains égards aussi, mais extrêmement dangereux. Bon, on voit aussi qu'il est infirme. Là encore, cette idée le syndrome de l'infirmité, qui est très intéressante. Mais par contre, il évolue au sein d'un monde de militaires, etc. Et il est au service d'un gouvernement, hein, d'un gouvernement qui vise a priori à éviter la guerre, mais qui va finir par la provoquer, puisque le film se termine sur l'explosion de la bombe atomique, quand vous vous en souvenez. Voilà, donc il y a des environnements divers, et comme je le disais, le savant fou n'est pas forcément isolé, il peut l'être, mais il peut aussi vivre tout à fait en société normalement et avoir des activités aussi bien culturelles, aussi des relations sociales, des relations sexuelles, etc. Merci. Donc, alors, on continue. Le jeu vidéo. Oui, je suis en train de remarquer d'ailleurs qu'avec les images que j'ai choisies, je ne vais pas forcément vous donner envie de jouer. Hein. Des images un peu glauques. Oui, alors évidemment, on revient toujours sur la même chose. Hein. L'univers du savant fou, c'est son laboratoire. Mais en même temps, le savant fou est le point zéro de son propre univers. C'est-à-dire qu'en réalité, hein, il emmène sa folie avec lui, toujours en restant dans cette espèce d'endroit isolé, glauque, renfermé, qu'est son laboratoire, et qui augmente encore plus sa folie d'ailleurs. Cet endroit isolé, dans le noir, vous voyez, hein, à chaque fois les laboratoires sont très noirs, augmente encore plus leur folie. Je vous ai mis 3 exemples, dont un qui est assez intéressant et que j'avais déjà évoqué en introduction. Alors tout d'abord, tout à gauche, le docteur Muto, qui est un savant complètement fou, encore, hein, les cheveux blancs en pétard, le laboratoire, la blouse blanche, toujours pareil, qui a inventé un processus pour pouvoir prendre la forme de différents animaux. Pourquoi j'ai mis ce jeu-là en évidence? Parce que c'est le seul jeu, donc je vais mettre un peu de limite à ce que j'ai dit en introduction, c'est le seul jeu que j'ai trouvé où on pouvait incarner justement ce savant fou. Mais ce qui est intéressant dans les niveaux, et c'est un peu comme ça que le jeu est présenté, c'est que vous incarnez pas directement le savant fou, vous incarnez le savant fou transformé en un des animaux. Donc, à aucun moment, vous prenez la place du savant fou. Hein. Vous êtes simplement un rat, je ne sais plus ce qu'il y a comme animaux, je crois qu'il y a une sauterelle, enfin, voilà. Vous êtes un animal.
en sachant que derrière, dans le background, en réalité, vous êtes un savant fou, hein, qui essaye de sauver sa fille, si mes souvenirs sont bons. Tout à droite, parce que je vais laisser l'autre pour la fin, tout à droite, vous avez un autre savant fou, Néocortex, dans le jeu Crash Bandicoot, qui est l'archétype visuel du savant fou. Alors c'est intéressant parce que Néocortex a été influencé par un savant qui a existé, qui n'était pas totalement fou d'ailleurs, hein. C'est Albert Einstein, notamment sa célèbre photo avec les cheveux en pétard où il tire la langue. Et en fait, Néocortex, c'est ça. Et beaucoup de savants fous dans le jeu vidéo, c'est aussi ça. C'est cette folie, mais qui n'est pas véritablement totalement méchante dans un premier temps, hein. Néo est quand même l'antagoniste. Ce qui est intéressant, c'est que ça reprend aussi ici le mythe du monstre de Frankenstein, puisque Néocortex va créer un monstre, hein, qui est Crash Bandicoot, qui va devenir finalement sa propre némésis, puisque vous incarnez justement le monstre, la créature, qui va essayer de déjouer les complots de son créateur. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et je garde le meilleur pour la fin, le docteur Steinman. Retenez bien son nom, connotation allemande, ce n'est pas pour rien. On est dans le jeu BioShock. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué dans beaucoup de jeux vidéo, peut-être qu'on retrouve aussi ça un peu dans le cinéma, c'est qu'on a toujours cette arrière-pensée de la représentation du savant ou du médecin nazi. Et Steinman incarne en réalité ça. C'est-à-dire que son environnement est toujours un environnement autour de l'eugénisme, c'est-à-dire que leur projet, c'est d'essayer de créer une race supérieure. Pour le docteur Steinman, par exemple, hein, il a été influencé par la personne du docteur Mengele, célèbre docteur nazi qui faisait des expériences sur les êtres humains vivants, avec un fantasme notamment sur les jumeaux, hein. Il a essayé par exemple de coudre des jumeaux vivants, voir ce que ça donne, ouvrir des femmes enceintes vivantes pour voir comment ça fonctionnait, et ainsi de suite. Et le docteur Steinman, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est dans cette vision du jusqu'au boutisme, d'ouvrir les gens vivants pour savoir comment ça fonctionne, de prouver que c'est vrai par l'extrémisme, avec comme pensée ultime de créer finalement une race supérieure. Donc finalement, c'est un peu ça, hein, l'univers du médecin fou, hein. C'est un univers où il est l'alpha et l'oméga, renfermé dans ce laboratoire toujours sombre, toujours glauque, et généralement un peu dépressif. Donc, merci pour ce portrait. Alors, on va poursuivre donc ce tour d'horizon, et donc là, on prend un petit peu de recul. On va s'interroger sur l'apparition des savants fous. Pourquoi une société, à un moment donné, a besoin de produire des savants fous? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une illustration d'un certain nombre d'autrices ou d'auteurs, voilà, qui proposent ça donc au lecteur? Pourquoi le lectorat donc en redemande? Et qu'est-ce que ça signifie donc véritablement sur l'état d'une société qui a besoin de savants fous pour alimenter son imaginaire? Donc, on commence par la bande dessinée. Alors là, je n'ai pas choisi particulièrement d'éléments visuels particuliers pour illustrer ça, parce que la question, elle est liée beaucoup à une échelle de temps historique. C'est très compliqué de déterminer de manière générale la raison de la mise en place dans des narrations d'un savant fou. L'archétype, c'est Frankenstein, qui est un savant qui a été créé donc au début du 19e siècle. Mais la bande dessinée fait apparaître des savants fous dès les années 20-30. Donc on est dans quelque chose qui est en fait en lien plutôt avec la littérature, hein. Clairement, c'est la littérature qui a servi de ferment à la mise en place de ces éléments-là. Mais dans la bande dessinée, on peut, je pense, dire qu'il y a une période particulière de création de savants fous qui est quand même les années 50 et qui est en grande partie liée à la peur nucléaire. Donc on a un élément vraiment majeur de mise en abîme de la science pour dire, OK, la science qui était considérée jusqu'à présent comme un élément de progrès
peut également être un élément de négatif et générer des conséquences absolument dramatiques. On a beaucoup discuté à table tout à l'heure de Fritz Haber, par exemple. Fritz Haber, qui est ce chimiste allemand qui a inventé les gaz de combat et qui est un peu une représentation du dévoiement de la science, c'est-à-dire cette capacité de mettre en place par la science des moyens de destruction massive. Et bon, donc Fritz Haber, c'est quelque part, d'ailleurs, il est en opposition à Einstein, qui lui est plutôt celui qui refuse d'utiliser la science à des fins négatives, même si il est à l'origine probablement du projet Manhattan. C'est quelqu'un qui a encore une forme d'éthique. Haber n'a absolument aucune éthique. Il considère que la question, c'est il faut détruire les ennemis et tous les moyens sont bons. On en revient à la fin justifie les moyens. Et finalement, cette notion que la science est capable de faire des horreurs génère ce type de personnage. La science n'est pas obligatoirement quelque chose de positif. Alors c'est intéressant parce qu'il y a chez certains auteurs des éléments qu'on va retrouver, comme par exemple chez Hergé. Si vous regardez bien l'œuvre d'Hergé, vous avez des savants qui deviennent fous, comme par exemple le professeur Cyclone dans les cigares du pharaon, mais il devient fou parce qu'il a reçu une fléchette empoisonnée qui le rend fou. Mais les savants, chez Hergé, sont en règle générale des personnages positifs. On a une vision positiviste de la science chez Hergé, une vision d'une science qui est là pour le bien de l'homme, même si elle balbutie, même si elle fait des erreurs. On voit bien quand Trifon Tournesol invente la télévision en couleur, que ça ne marche pas si bien que ça, mais enfin, ça reste très innocent. Par contre, si vous prenez son contemporain qui est Franquin, chez Franquin, il y a une vraie vision problématique de la science, avec d'un côté des scientifiques très positifs, comme par exemple Champignac, à qui il peut arriver de faire des choses un peu bizarres, mais en règle générale, une fois de plus, c'est une erreur de laboratoire. Dans cette histoire absolument magnifique qui s'appelle La peur au bout du fil, si vous n'avez pas lu ça, précipitez-vous. Il est au téléphone avec Spirou et il lui annonce qu'il a enfin réussi à éliminer le composant négatif de son sérum X1 qui le rend beaucoup plus intelligent. Et il attrape son café pour le boire et en fait, il ne s'aperçoit pas qu'il boit le résidu qu'il a extrait. Et du coup, il devient extrêmement un personnage totalement négatif d'un seul coup, mais tout en gardant totalement son quant à soi, et quand il assomme les gens, il leur dit « et moi je vous dis zut ». Voilà, donc on est dans quelque chose de totalement décalé, évidemment. Bon, mais donc nous avons des personnages positifs, et puis à côté nous avons des personnages totalement négatifs, comme par exemple Spritz, là ici, le fameux savant atomiste qui dit « j'ai trouvé, c'est effroyable », donc on a eu la conscience d'avoir fait quelque chose d'épouvantable, mais en même temps, ça le réjouit à un point incroyable. Nous avons également Zorglub, qui est typiquement un personnage négatif, mais qui va aussi pouvoir évoluer au fur et à mesure de la série dans des aspects plus ou moins positifs. Donc voilà, je ne vais pas insister plus longtemps parce que je crois que j'ai dépassé mon temps, mais voilà, c'est un peu la problématique de l'apparition de ces savants. Ils sont des éléments qui correspondent à une vision de la science, et donc c'est toujours la science derrière qui est en cause dans l'apparition de ces personnages. Merci. Donc, nous poursuivons donc ce tour d'horizon. Oui, alors je vais peut-être rappeler quand même les origines mythiques aussi du savant fou. C'est dans le mythe de Prométhée, qui évidemment est à l'origine, qui est cité dans l'épigraphe du roman de Mary Shelley. Donc le poète Shelley aussi d'ailleurs a écrit un Prométhée déchaîné. Donc cette idée, c'est Prométhée qui donne, comme vous savez, le feu à l'humanité, donc qui transgresse la loi divine. Donc cette idée de transgression est au cœur effectivement du mythe du savant fou.
Et effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, la science est capitale et ça correspond à chaque fois à une question qui est posée sur, on va dire, le paradigme humain, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'humain, comment se définit l'humain. Si on prend l'exemple justement de Mary Shelley et de Frankenstein, c'est au moment où on fait des expériences sur le galvanisme, hein, sur le rôle de l'électricité. Est-ce qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'âme? Est-ce que l'âme peut être matérielle, entre guillemets? Donc c'est l'idée de la notion d'éther, hein, donc au courant. Et donc du coup, la question se pose par rapport à cette transgression des limites du savoir humain. On se souvient que Victor Frankenstein commence par justement des expériences de type alchimique avant d'évoluer vers la science moderne, hein. Donc il y a aussi cette dimension-là. Bon, ça c'est pour disons le début du 19e. Si on prend la fin du 19e maintenant avec Wells et Moreau, là la question qui se pose, c'est la question d'ailleurs un peu la même chose dans Jekyll et Hyde, c'est la question du darwinisme. Là encore, toujours, quelle est la limite du paradigme humain, quel est le rapport entre l'homme et l'animal, etc. Et évidemment, Moreau caractérise ça très clairement avec cette possibilité d'hybridation, en quelque sorte, entre l'homme et l'animal. Donc à chaque fois, en quelque sorte, il y a une relation avec une interrogation scientifique, une interrogation pas seulement scientifique d'ailleurs, aussi métaphysique sur ce que c'est que l'humain. Et pour commenter brièvement, si j'ai encore une minute, les deux images. Alors c'est intéressant parce qu'à gauche, vous avez une femme qui est donc une chimiste au service du régime, enfin du gouvernement allemand pendant la Première Guerre mondiale, et qui est une chimiste qui invente des gaz mortels. Et donc, c'est une version féminine du docteur Haber dont on vient de parler. Donc, ce qui est intéressant, parce que c'est un des rares contre-exemples de femme folle, enfin de savante folle, plus exactement. Et vous remarquerez aussi qu'elle a un stigmate. C'était sans doute une belle femme, mais qui a un visage en partie défiguré. Donc, il y a toujours cette idée aussi de monstruosité physique ou d'excès quelque part physique de la part du savant fou. Et de l'autre côté, on a l'idée d'hybris qui est caractérisée par cette image qui est en fait reprise, qui est présente aussi dans le mythe de Frankenstein, qui s'adresse donc au spectateur en même temps qu'au personnage qui est avec lui. Il est avec le marin donc, qui a été sauvé, effectivement, mais il s'adresse surtout au spectateur. On remarquerait qu'il regarde la caméra, hein, donc c'est assez frappant, et que son visage est en partie dans l'ombre. Donc c'est cette idée de dualité, donc bon, méchant, etc. En tout cas, l'idée de noirceur morale éventuelle, mais aussi surtout de transgression. Et donc c'est donc Charles Laughton, hein, qui incarne le docteur Moreau ici, dans un personnage d'ailleurs très ambigu en termes de gender, comme on dirait maintenant, c'est-à-dire c'est un personnage d'homosexuel, en fait, correspondant à l'image, enfin disons à la personnalité réelle de Charles Laughton, qui était marié certes, mais qui était aussi clairement, notoirement homosexuel. Et donc il dit, do you know what it means to feel like God? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire de se sentir comme Dieu? Donc c'est cette idée que le savant fou effectivement est au cœur d'un nouvel univers, d'un nouveau monde, régi par ses propres valeurs et par ses propres codes. Donc effectivement, l'égal de Dieu, de manière encore plus fondamentale peut-être que Victor Frankenstein. Merci. Alors là, par contre, il y a une spécificité pour le jeu vidéo, pour le coup. On commence à voir apparaître des savants fous dans les jeux après les années 80. Non pas pour une raison idéologique ou autre, hein, pour une raison purement technique. Tout simplement parce que les jeux vidéo avant les années 80 ne sont que des amas de pixels indifférenciables et il est très compliqué dans les années 70 ou même au début des années 80 de représenter un savant fou. On avait déjà du mal à représenter le féminin dans le jeu vidéo à cette époque-là. Donc le savant fou, c'était extrêmement compliqué. Il a fallu attendre les premières consoles 8, 16 bits, 32 et 64 bits, hein, c'est-à-dire à la fin des années 80, 90, puis encore plus aux années 2000, pour voir apparaître justement ces savants fous et les caractéristiques physiques et morales du savant fou, avec un développement des personnages. Alors je vous ai mis 3 exemples qui sont tirés, notamment le dernier de l'univers japonais,
Pour une raison très simple, on peut constater que les savants fous apparaissent non pas seulement dans les jeux américains, mais aussi en grande partie dans les jeux japonais. Pourquoi ? Parce que vous avez au Japon toute une réflexion, toute une école de pensée de la bonne et la mauvaise science, héritage du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans d'autres cultures, dans d'autres types de médiums, on le retrouve déjà. C'est Godzilla au Japon, qui a été transformé par l'influence nucléaire. C'est le manga Akira, où Tokyo est détruite par une explosion nucléaire. Et dans le jeu vidéo, ça va être dans Final Fantasy VII, le docteur Hojo, ou ça va être, comme à droite ici, dans Resident Evil, c'est-à-dire le développement du virus T, avec une autre manière de voir le danger scientifique, c'est-à-dire la science comme dans ce qu'elle a de plus secret. Qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires lorsqu'ils sont fermés ? Est-ce qu'il n'y a pas des expériences contre-humaines, contre l'humanité ? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des accidents possibles ? Et c'est ce qui se passe finalement dans Resident Evil. Un virus s'échappe d'un laboratoire et contamine la population. On a aussi ce discours-là qui s'oppose en réalité à ce qu'on avait à la fin du 19e siècle, on en a parlé, du positivisme, et qui a donné un courant de pensée encore plus absolu, qui est le scientisme, considérant que la science était l'aboutissement de tout et menait forcément l'humanité vers quelque chose de mieux. Et dans les années 80-90, à la fois aux États-Unis et au Japon, on a une remise en question justement de ce discours-là et de ce courant-là, qu'on retrouve même dans la culture populaire des enfants aux États-Unis. Je vous ai mis l'exemple tout à gauche du jeu Epic Mickey. Donc vous incarnez Mickey, personnage de Disney, qui est très enfantin. Et pourtant, à la fin, vous arrivez dans un niveau qui s'appelle très simplement le laboratoire du savant fou. Et vous devez détruire la machine du savant fou qui est à l'origine de la contamination du monde. Et on apprend ça finalement qu'à la fin du jeu. Cette expérience reste secrète très longtemps. C'est qu'une fois qu'on ouvre la porte du laboratoire, qu'on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Même Mickey s'en est rendu compte. C'est quand même bizarre. Et je vous ai mis un dernier exemple, très rapide, je finis là-dessus, du jeu Mad Scientist, qui là justement montre qui est une mise en abîme de comment détruire la mauvaise science. Il y a une mauvaise science et il faut la détruire. Donc c'est un jeu d'énigmes où il faut aligner un tableau pour résoudre des énigmes. Et vous devez combattre non pas un mauvais scientifique, mais la mauvaise science en elle-même. Donc on est là parfaitement dans ce courant des années 80-90 avec cette remise en cause du positivisme. Merci. Donc on a à peu près terminé la table ronde sur ce qu'on voulait dire. On va pouvoir passer aux échanges, mais juste peut-être une petite remarque en incise, parce que on a considéré jusqu'à présent qu'il n'y avait que les êtres humains qui pouvaient donc produire des savants fous. Or, il existe une bande dessinée de Flash Gordon qui date de 1974 avec des robots fous. Et parmi ces robots fous, on a bien sûr un savant fou. Voilà. Enfin, on peut donc comme ça tirer les fils et aller très loin. Voilà. Donc, merci donc à tous les trois de vos interventions. Et puis, on a à peu près une vingtaine de minutes maintenant devant nous pour procéder donc à des échanges. J'ose pas dire à des témoignages, mais en tout cas, la discussion est ouverte. Y a-t-il des savants fous dans la salle ? Déjà, merci pour vos interventions, c'était très intéressant. Ma question concerne surtout les jeux vidéo, puisqu'en fait, vous parliez du manque de scientifiques folles, et vous parliez aussi de la série Resident Evil. Et du coup, je me posais la question par rapport au dernier volet, du dernier volet sorti, sur le personnage de Mère Miranda, qui du coup est une scientifique qui commet des atrocités, qui en fait a aussi un laboratoire très sombre, qui pour moi me semblait coller à cette esthétique. C'était pour savoir si elle rentrait dans le modèle ou pas. Alors vous avez raison, dans le Resident Evil Village, on a Mère Miranda. Alors je ne l'ai pas sélectionné pour une raison très simple.
c'est qu'en réalité, elle fait partie d'un type de personnage assez particulier. C'est un jeu japonais, avec un regard sur le féminin totalement différent, et qui est assez caractéristique de ce qu'on appelle les survival horror, donc des jeux d'horreur hein, où il faut survivre. Et Mère Miranda est en réalité le penchant d'un autre personnage, cette fois dans Silent Hill, qui s'appelle Dahlia Gillespie, qui est la mère d'Alessa. Je ne vais pas vous raconter trop l'histoire. Pourquoi Si, on peut. Ah bon, d'accord. Alors, dans le jeu Silent Hill, cette femme, Dahlia, qui a 46 ans, fait un pacte avec un démon pour enrichir sa ville. On est dans une société plutôt matriarcale. Et le gage de son pacte, c'est sa propre fille, Alessa. Sauf que le sacrifice se passe mal. Alessa survit à son sacrifice et, par son traumatisme, acquiert des pouvoirs du démon et elle arrive à reproduire ses propres cauchemars. Donc la ville est envahie de démons créés par cette fille qui veut se venger de sa mère. Et Mère Miranda, c'est un peu la même logique dans Resident Evil, c'est-à-dire qu'on est plus proche de la critique sectaire du Japon, parce que le Japon a longtemps été soumis à des mouvements sectaires très, très violents. Hein. Je rappelle qu'il y a eu un attentat dans le métro de Tokyo, exactement, au gaz sarin. Donc on est plutôt là dans une critique des mouvements sectaires et de la dérive du divin, dans le cas de Resident Evil comme dans le cas de Silent Hill, plutôt que dans le savant fou. D'autant que, et alors là c'est mon interprétation, hein, pour moi ils ont mis juste un laboratoire dans la maison pour rappeler les origines de Resident Evil. Hein. Mais en réalité le laboratoire en lui-même n'a pas grand intérêt pour l'histoire. Qui est d'ailleurs très bien, hein. Je vous le conseille, le jeu est très, très joli, très bien. Merci beaucoup pour vos interventions, c'était vraiment très passionnant. Je voulais poser deux questions, une par rapport au cinéma d'abord, et ensuite concernant le jeu vidéo. Je voulais savoir si vous considériez le docteur Caligari également comme un archétype du savant fou, qui a ses petites lunettes rondes, qui est un homme d'un certain âge aussi, et qui utilise donc le somnambulisme pour faire victime de César. L'hypnotisme, pardon. Donc pour en fait créer le mal dans la ville à travers le personnage de César. Et, donc vous pouvez répondre, je poserai ma question après. Oui, bien sûr. Mais j'étais en train de me dire, on a oublié plein de savants fous. Évidemment, on ne peut pas parler de tout le monde, mais il faudrait parler de Dr Mabuse aussi, qui est absolument fondamental. Hein, la trilogie de Fritz Lang, d'abord les deux films muets, puis ensuite le diabolique Dr Mabuse, qui est là aussi très important par rapport à des questions idéologiques, par rapport au nazisme, par rapport à plein de choses. Pour revenir au nazisme, juste pour faire une petite parenthèse, Marathon Man, hein, vous connaissez peut-être ce film, le dentiste fou était avec Dustin Hoffman. Dustin Hoffman se fait torturer par un dentiste qui Laurence Olivier, voilà, dans un rôle de savant fou, enfin dans un rôle de dentiste fou qui est absolument génial. Mais donc tout à fait d'accord pour Caligari. Alors c'est compliqué pour Caligari parce que Caligari au départ est considéré comme fou et en fait c'est dans la tête des autres qui sont dans une hôpital psychiatrique qui est dirigé par Caligari. Donc on est à la limite du savant fou effectivement quand même. On ne sait pas très bien finalement si Caligari est fou ou si ce sont ses pensionnaires qui sont fous. Et donc, il y a une sorte de bouclage très intéressant à ce niveau-là. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a indépendamment des adaptations de Frankenstein et de Jekyll et Hyde, qui sont très tôt dans l'histoire du cinéma, 1908 pour l'un, 1910 pour l'autre, hein, ça commence très très tôt. Il y a aussi La folie du Docteur Tube, par exemple, qui est un film bon, peu importe, ça va me revenir. C'est un court-métrage qui est tout à fait intéressant par rapport à cette problématique du savant fou. Donc ça parcourt l'histoire du cinéma aussi, hein, tout à fait.
Voilà, et donc pour finir, peut-être dire aussi qu'il existe, on évoquait la question des robots, dans Blade Runner par exemple, le savant fou donc, de Blade Runner, donc l'adaptation filmique de Ridley Scott, c'est quelqu'un qui fabrique des androïdes, c'est-à-dire qui sont à l'image de l'humain, et qui n'a pas l'impression lui-même d'être un savant fou. Là encore, on est encore à la limite. Hein, donc, quelle est la limite de la folie du savant fou, en quelque sorte? Et puis, dernier point, dans le deuxième Matrix, par exemple, pas le premier, le deuxième Matrix, on introduit un savant fou, mais qui se révèle être en fait une création de la matrice elle-même, c'est-à-dire une sorte d'hologramme représenté en savant fou. Donc vous voyez, ça va très très loin, c'est un peu vertigineux dans la représentation. Et pour terminer, donc Dr Mabuse, qui est très intéressant, on a beaucoup parlé des symboles physiques, des représentations physiques du savant fou. Ce qui est frappant dans Dr Mabuse, dans le premier, évidemment, il est incarné par un acteur très, très connu, mais qui incarnait déjà le Dr Rodvang dans Metropolis, Rudolf Klein-Rogge. Mais par contre, ensuite, il devient littéralement invisible, hein, où il n'est représenté que par l'intermédiaire d'une voix. Hein, donc, il n'existe plus, il n'est représenté que dans une voix, dans un gramophone caché derrière un placard. Donc cette question de la visibilité-invisibilité du savant fou et aussi de la polymorphie physique, hein, enfin le fait que le savant fou peut prendre un certain nombre d'incarnations physiques. Donc ça se complexifie en fait si on commence à creuser un tout petit peu. Voilà, pour répondre un peu à votre question. Si je peux me permettre, je vais juste rebondir sur le docteur Mabuse, parce que, moi, j'en ai pas parlé ici, mais il y a toutes les séries de Serge Lehmann qui a repris finalement cette mythologie autour du docteur Mabuse, et qui d'ailleurs lui oppose des savants positifs. Et justement, c'est là que c'est intéressant. Le savant positif qu'on oppose à Mabuse, c'est Marie Curie, qui est justement une femme et donc qui a toutes les caractéristiques du savant positif humaniste, avec des motivations très clairement, disons, vers l'humanité. Donc, je vous conseille de lire vraiment toute cette série, La Brigade Chimérique. Là, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Si vous voulez des savants fous, là, vous en avez. Hein. Si je peux me permettre, Serge Lehmann a aussi fait une version de Metropolis en bande dessinée, très récemment. D'accord, merci beaucoup. Et ma deuxième question, du coup, ça concernait le personnage de Xehanort. En fait, je trouve ça très pertinent de le considérer comme un savant fou, d'autant plus qu'il en a lui-même le titre. Il se fait surnommer, je crois, le chercheur de ténèbres. Et il a cet alter ego qui s'appelle Ansem et qui est lui-même le némésis d'un autre savant de bonne science, cette fois-ci, Ansem le sage. Par contre, j'avais une remarque concernant l'incarnation du mal que serait Xehanort. Alors, personnellement, comment je l'ai compris, le monde dans lequel il vit est un monde où les ténèbres ne sont pas nécessairement synonymes de mal et la lumière un synonyme du bien. Il rappelle que les ténèbres sont l'origine de l'homme, de là où ils sortent. Et à l'inverse, la lumière, ça peut être quelque chose de très aveuglant et qui peut perdre les hommes aussi, de la même manière que les ténèbres. Et en fait, pour moi, Xehanort, c'est plus un personnage qui va rechercher la balance, c'est-à-dire l'ordre entre l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Et dans le monde dans lequel il vit, à ce moment précis, c'est la lumière qui domine le monde. Donc lui, il va plutôt s'allier en fait du côté de la minorité, c'est-à-dire des ténèbres, pour rééquilibrer la balance. Et donc, personnellement, je ne le vois pas comme l'incarnation du mal, même si c'est l'antagoniste de la série, bien sûr, et qu'il s'oppose au personnage principal. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, et j'ai la même lecture du jeu. D'accord. Donc, rassurez-vous, on est d'accord là-dessus. D'autant qu'en réalité, oui, ce qu'il essaye de faire, enfin, ce qu'il essaye de rétablir, c'est simplement l'équilibre. Et c'est le mot qu'il utilise, justement, à la fin, d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit qu'il était l'incarnation du mal? Parce qu'il est représenté comme étant l'incarnation du mal. C'est-à-dire, très basiquement, pourquoi on lui a mis les yeux jaunes? C'est une référence au Sith dans Star Wars, tout simplement, qui sont le mal. Pourquoi il est représenté comme étant l'antagoniste, le mal? Parce qu'à l'inverse, le personnage qui lui est opposé est censé être l'incrédule du bien. Sora, c'est ça. Hein. Dans le jeu, on incarne Sora, qui est
j'allais dire candide, je ne vais pas dire bête, je ne vais pas dire stupide, je vais dire candide, mais qui est une typologie assez classique du héros japonais, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de mangas. Hein. Sangoku est aussi intelligent, Naruto est aussi intelligent, donc on retrouve toujours cette symbolique de la stupidité du héros face à l'intelligence du mal. Donc moi c'était plutôt dans ce sens-là que je présentais Xehanort, c'est-à-dire qu'effectivement il veut rétablir l'équilibre, mais pour ça il en vient à être jusqu'au boutiste et à basculer dans ce qu'on appelle le mal. Et parce que dans un scénario de jeu qui doit être d'une manière ou d'une autre à la fin manichéen, si d'un côté on a la lumière qui représente le bien, parce que ce sont les héros de la lumière, de l'autre côté, les héros des ténèbres sont considérés comme la représentation du mal. Après, je suis d'accord avec vous. Hein. Son objectif, c'était de retrouver une balance. Sur ça, on est d'accord. D'accord, merci beaucoup. Oui, deux remarques là pour revisiter certaines versions, notamment du cinéma, faire référence à Mel Brooks, Frankenstein Jr. et à Jerry Lewis, aussi Dr. Jekyll et Mr. Love. Attends, la question c'est comment arriver à ce qualificatif de fou? Pourquoi tous ces savants là sont-ils fous ou ne sont-ils pas plutôt transgressifs? C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont situer hors des limites de la raison. Je crois que c'est un titre là de psychanalyste Monette Vaquin, Frankenstein, ou les délires de la raison. Et c'est que ces personnes-là finissent par transgresser ces limites, c'est-à-dire ce qui nous rend profondément humains, à savoir finitude de la vie. Puis peut-être l'aléa du côté des manipulations génétiques, puisqu'un chercheur chinois a été qualifié dans certaines revues de Frankenstein parce que grâce à des techniques, là, CRISPR et Cas9, on peut maintenant manipuler plus facilement, voire très facilement, l'ADN. Alors, est-ce que cette personne-là qui a été a priori condamné par tout le corpus scientifique, là, est-ce qu'il est fou? Non, mais il est transgressif ou il ne s'accorde pas les mêmes limites à l'humain? Je vais essayer de commencer à répondre, parce que cette question de la réalité, elle est très importante, parce qu'on a plein de savants qui effectivement font des choses. Celui que vous citez là, par exemple, ce Chinois, il est très clairement transgressif. On ne peut pas dire qu'il soit fou, mais c'est un apprenti sorcier. Il est clairement dans une démarche dont il n'a absolument pas mesuré les conséquences. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose dont il imagine que ça va avoir des conséquences positives, mais il n'a absolument pas tenu compte des possibilités que ça ait des conséquences négatives. Parce que, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a supprimé une protéine membranaire qui est un récepteur de virus, et donc pour faire en sorte que les jeunes filles qui sont nées ne puissent pas être sensibles à ce virus, mais au bout du compte, il ne sait absolument pas quelles sont les conséquences possible sur l'existence de ces jeunes filles de la perte de cette protéine. Donc on est devant un apprenti sorcier complet qui a quelque part fait, comme on l'a décrit ici, fait sauter toutes les barrières éthiques propres à l'humanité et qui se comporte en n'ayant absolument aucune limite. On est très clairement dans la transgression. Hein. Je suis complètement d'accord avec vous sur la question de la transgression. Est-ce qu'il est fou? Probablement pas. Mais il est plus réellement il ne fait plus vraiment partie de l'humanité, quelque part. Il s'est sorti lui-même de l'humanité en jouant avec des choses sur lesquelles il n'a absolument aucune maîtrise. Et au bout du compte, les conséquences de ces actes
sont incommensurables. On ne sait absolument pas ce qui va advenir dans les dizaines d'années à venir pour ces jeunes filles qu'il a fait naître mutées. Donc on est clairement là-dedans. Il y a d'autres exemples dans l'histoire de savants qui ont créé des choses qu'ils maîtrisent. Si on prend par exemple, on parlait tout à l'heure du projet Manhattan, les gens qui ont participé au projet Manhattan, ou même Fritz Haber dont on parlait, Fritz Haber a été hanté pendant toute sa vie ensuite par le fait d'avoir fait des horreurs pendant la guerre de 14 et a pendant longtemps vécu avec un sentiment de culpabilité absolument terrifiant. Donc voilà quelqu'un qui, là aussi, a tout d'un coup basculé dans un univers où, quelque part, ses actes ont eu des conséquences sur son psychisme. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que votre question est intéressante à plus d'un titre, parce que ça montre aussi que le savant fou du 19e siècle n'est plus le savant fou des années 20. Parce qu'au 19e siècle et au début du 20e, quand on regarde même les encyclopédies, les dictionnaires, le savant fou, c'est un personnage collectif. Personne ne le remet donc en cause. C'est celui qui n'a pas tout à fait la sanité d'esprit, voilà, qui a atteint des raisons. C'est juste cette catégorie-là. Et puis effectivement, plus proche de nous, alors depuis combien de temps, peut-être une quinzaine d'années, le savant fou, c'est effectivement plutôt le personnage transgressif. Et donc là, on passe de l'un à l'autre, mais c'est aussi peut-être le reflet, si je puis dire, d'une époque quelles sont donc les limites qu'on peut franchir, quelles sont les normes dont on peut se dispenser, sur lesquelles on peut passer par-dessus. Voilà. Mais donc c'est intéressant parce que ça montre aussi une évolution du regard sur ce personnage-là, qui n'est pas du tout non plus resté identique. Oui, alors, il nous reste... Juste pour le cinéma, parce que c'est une question sur le cinéma, donc vous avez tout à fait raison, c'est essentiellement cette idée de transgression qui est fondamentale, mais je dirais que le cinéma, soit effectivement, en fait, le savant fou n'est pas a une parfaite maîtrise de sa rationalité. Enfin, je veux dire, il est capable de faire des expérimentations scientifiques très, très poussées, etc. Donc, la question de la limite de la folie, y compris déjà dans le roman de Marie Shelley, comme je disais, c'est une sorte de mélancolie, c'est pas forcément de la folie. La mégalomanie, est-ce que c'est de la folie? Où commence et où finit la folie? C'est un peu ça la grande question qui est posée par ces savants-là. Et par contre, effectivement, dans certaines adaptations cinématographiques, on pousse la caricature et on fait effectivement des savants véritablement fous, comme par exemple le docteur Falamour dans le film de Kubrick. Mais là, on est au niveau d'une caricature. Voilà. Mais ou Victor Frank, oui, mais alors ça c'est la dimension parodique évidemment, mais y compris dans les versions de la Hammer, effectivement, Peter Cushing est représenté comme plus fou que ne l'est par exemple Victor Frankenstein du film de James Whale. Donc, selon les adaptations, effectivement, la question de la folie se pose différemment. Voilà. Alors, je crois qu'on a encore le temps pour une dernière question et du coup aussi pour des réponses brèves. Donc, si quelqu'un a une question, parce qu'après, bon, comme on termine la table ronde, voilà, si vous avez des remords ou des regrets, c'est maintenant qu'il faut poser la question. Alors, déjà, merci, parce que maintenant, on va pouvoir se méfier maintenant dans les rues. Si on croise des vieillards avec des petites lunettes, cheveux ébouriffés ou chauds, il faudra peut-être changer de rue. Mais sinon, pour rester dans un esprit foucaldien, puisque c'est les rencontres de Michel Foucault, qui disait qu'il n'y avait pas de folie sans société. Donc, vous avez très bien exploré, on va dire, tout ce volet-là, les interactions, comment étaient représentées dans la société. Et je m'interrogeais aussi dans les différents exemples que vous avez pu puiser, donc c'est pour vous trois, s'il y avait des aspects sur la jeunesse des savants fous, comment étaient finalement, et aussi leurs interactions avec les liens familiaux, et comment ils étaient représentés. Pour la bande dessinée, très rapidement. Pour la bande dessinée, on n'a pas toujours l'historique des savants. Pour un personnage comme Zorglub, par exemple, on a en fait les événements primordiaux, c'est-à-dire le moment où il bascule. Zorglub, en fait, devient le personnage qu'il est parce qu'il est chassé de l'université à la suite de manipulations un peu étranges qu'il a faites et donc considère qu'on ne reconnaît pas son génie et du coup devient le personnage qu'on connaît. Donc il y a cette notion chez le savant d'un événement souvent dans la jeunesse qui est l'élément déclenchant de leur futur état de savants fous, si on peut les définir comme tels. Voilà.
Oui, on pourrait donner l'exemple aussi de l'adaptation de la Hammer, parce que dans le roman de Victor Frankenstein, on voit sa jeunesse effectivement, son rapport à la famille, la perte de sa mère qui est un traumatisme, l'adoption d'une jeune fille qui va devenir sa fiancée, donc il y a tout un cercle familial qui est très important. Et effectivement, au départ, la motivation, c'est effectivement vaincre la mort, littéralement. Hein, c'est pas créer une créature humaine, une créature monstrueuse ou quoi que ce soit. C'est pour ça que Victor est très déçu par sa créature. Parce que lui, il l'a voulu parfaite, et finalement, elle se révèle imparfaite, imparfaite à ses yeux, alors qu'en fait, c'est une créature extraordinaire, parce qu'elle a une rhétorique incroyable dans le roman. Hein. C'est un grand rhéteur, la créature, alors que dans les films, au départ, le monstre est muet. Hein, donc, c'est pour ça que Branagh lui donne la parole, mais déjà Karloff parle dans le second film. Hein, et la publicité du film s'est faite sur Karloff parle. Voilà. Donc, la question et dans l'adaptation de la Hammer, le premier film de la Hammer, ce qui est intéressant, c'est qu'on remonte à l'enfance de Victor Frankenstein. Et la première scène, c'est en fait l'enterrement de son père, où il va devenir le baron Frankenstein. Et il est obsédé dès l'enfance, en quelque sorte. Il va être formé par un mentor, contrairement à ce qui se passe dans le roman. Et c'est ce mentor qui lui donne sa science médicale, en quelque sorte, et qui va lui permettre de faire ses expériences ensuite. Donc le rôle de l'enfance et de la famille est parfois traité. Par contre, dans le cas du docteur Moreau, on nous dit simplement qu'il a été rejeté par la communauté scientifique, mais on ne sait rien, finalement, de ce qui précède l'aventure. Donc ça dépend vraiment beaucoup des œuvres. Et concernant le jeu, très rapidement, en réalité, il y a deux catégories. Dans les jeux où le scénario ne va pas être au cœur de ce qu'on appelle le gameplay, hein, c'est-à-dire les mécanismes de jeu, le savant fou est fou et c'est tout. Je pense à Néocortex. Bon, voilà, il est fou. C'est ça, exactement. Il est fou, il a été fou, il l'est, il le sera. On ne se pose pas la question, puisque l'intérêt du jeu est avant tout le jeu lui-même. Par contre, dans des jeux où le scénario va être un peu plus développé, notamment lorsque le savant fou est l'antagoniste principal de l'histoire, on va avoir régulièrement des flashbacks sur son passé, sur le traumatisme qu'il a vécu, qui l'a fait basculer à un moment. Généralement, c'est la perte d'un proche, souvent de l'être aimé ou d'un enfant. C'est rarement des explications politico-idéologiques. Hein. C'est toujours très, très humain comme explication, c'est-à-dire que la folie apparaît lors, je vous l'ai dit, d'un traumatisme, et d'un traumatisme causé par la disparition de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, pour faire très rapide. Donc, merci. Alors maintenant, il est l'heure. Alors moi, je préférais la première définition. Donc un savant fou est fou parce qu'il est fou. Et donc je pense qu'on peut s'arrêter sur cette note-là. Et on vous remercie. Merci à vous.